Bien, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour aborder la question du wokisme. Alors, je voudrais faire une petite mise au point. Je suis parti cette année des sujets de société, tout simplement parce que finalement, c'est une demande qui m'a été faite, en particulier par Michel Stavroux, qui m'a dit tu ne dis rien à propos des sujets brûlants de société, il faudrait peut-être s'exprimer sur les sujets de société. Et donc, j'ai été amené à m'exprimer lors de l'université d'été sur la question de la théorie du genre. Et j'ai eu du mal au départ à me situer par rapport à ça, peut-être parce que les sujets d'actualité sont trop brûlants, tellement brûlants que finalement on n'ose pas trop en parler, et comme on n'ose pas trop en parler, on se retient, et comme on se retient, finalement on en parle mal, jusqu'au moment où on réfléchit et on se dit mais comment bien en parler? Alors je crois que j'ai trouvé le moyen de pouvoir franchir la difficulté. Et aujourd'hui, je vais l'expérimenter avec vous. Je crois que aujourd'hui, il y a la question de la morale, et par là même de la théologie morale, elle est posée à partir de 5 éléments. Le premier, c'est le relativisme. Le deuxième, c'est le transhumanisme. Le troisième, c'est le wokisme. Le quatrième, c'est la déconstruction. Et le cinquième, c'est la théorie du genre. Et on s'aperçoit que c'est très difficile de penser ces notions. Pourquoi? Parce que c'est le détournement de quelque chose qui est positif au départ. Et il faut pouvoir reconstituer complètement le raisonnement, permettant de comprendre quel était le problème posé au départ, comment la théorie du genre, la déconstruction, le relativisme ont essayé d'y répondre. Et finalement, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire pour éviter les réponses complètement faussées? Et je crois que si on comprend les choses ainsi, on a un moyen de pouvoir se débrouiller avec ces notions. Alors je ne vais pas refaire des exposés que j'ai faits, mais je vais essayer de répondre à la question du wokisme à partir de ce que j'ai compris et de la nouvelle méthodologie que je mets en œuvre. Donc ce soir est une soirée d'expérimentation. Alors pour comprendre le phénomène du wokisme, je crois qu'il y a 3 éléments qu'il convient d'avoir à l'esprit. Le premier, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est un scandale. Et on va le voir, c'est fondamentalement le scandale de l'esclavage, du racisme et de l'exclusion. Termes que l'on entend sans arrêt évoqués dans notre monde. Ensuite, le wokisme apparaît comme une tentative de répondre à ces questions et à ces scandales. Et nous verrons la manière dont le wokisme entend y répondre. Une manière qui est totalement tyrannique et qui, tout en voulant exclure une tyrannie, en reproduit une autre. Ça nous permettra d'apercevoir le 3e élément, à savoir penser ce qui n'a pas été pensé, c'est-à-dire la liberté, et de voir en quoi le Christ répond à cette question de la liberté et par là même au problème qui est soulevé par le wokisme.
puisqu'il s'agit de parler de théologie morale et de montrer en quoi le Christ répond à un ensemble de questions morales qui se posent. Alors le point de départ du wokisme se trouve dans les 3 grands scandales qui agitent l'humanité depuis longtemps, mais aussi récemment. Le premier, c'est l'esclavage. Le deuxième, c'est le racisme. Et le troisième, c'est les phénomènes d'exclusion. L'esclavage est ancien, le racisme est ancien également, les phénomènes d'exclusion sont anciens, mais je crois que la modernité a donné au racisme et à l'exclusion une forme tout à fait particulière. Tout s'enracine dans l'esclavage et derrière l'esclavage, dans la violence de l'humanité. L'esclavage antique était une manière de se procurer facilement de la main-d'œuvre en profitant des guerres ou en provoquant des guerres pour vaincre des peuples et en échange de la vie sauve, leur proposer l'esclavage ou les soumettre à l'esclavage. Et donc, qu'est-ce que c'était que l'esclavage ? L'esclavage, c'était la domination de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme, et le fait qu'à un moment, un être humain soit réduit par un autre être humain à l'état de simple instrument. Avec ceci de terrible, c'était le cas à Rome, les maîtres avaient un droit absolu de vie et de mort sur les esclaves. Ça n'a pas toujours été un scandale. L'esclavage a été considéré comme quelque chose de naturel. Aristote pense que l'esclavage est quelque chose de naturel parce qu'il y a des tempéraments qui, finalement, s'accommodent de l'esclavage. Il faut véritablement une profonde révolution dans l'humanité pour que l'on sorte de l'esclavage. Il y a toujours quelque chose qui m'a marqué, c'est le Colisée à Rome, où on voit sur ces lieux où les gladiateurs s'entretuaient pour le plaisir des spectateurs, une croix qui a été plantée au milieu de l'arène. Et on voit bien ici la marque de l'histoire, c'est-à-dire d'un côté des mœurs barbares, où les hommes s'entretuent, et d'autre part, tout d'un coup, le coup d'arrêt qui vient du christianisme et dans lequel on met fin à l'esclavage. La caractéristique de l'esclavage, c'est que l'esclavage antique a été supprimé, mais l'esclavage au niveau économique et politique n'a pas été supprimé. Et on s'aperçoit qu'au cours de l'histoire, on a vu revenir l'esclavage, par exemple au Moyen-Âge sous la forme du servage, puis dans le monde moderne sous la forme de la prolétarisation, et d'une manière générale aujourd'hui sous la forme de l'exploitation. Il est certain que sur le plan économique, nous assistons à des phénomènes d'esclavage qui ne disent pas leur nom, mais qui sont bien des réalités d'esclavage, c'est-à-dire des gens quittent leur pays et se vendent pour quelques centaines d'euros en travaillant parfois 12 heures par jour, soit dans des cuisines, soit dans des ateliers de confection. Et donc, tout ça est maintenu, soi-disant, pour permettre à l'économie de fonctionner, mais il s'avère qu'on a affaire parfois à des formes parfaitement scandaleuses de traitement des êtres humains. Donc, premier point, un scandale énorme, et un scandale qui est loin d'avoir été supprimé. Nous savons qu'au-delà de l'exploitation économique capitaliste qui peut se faire des êtres humains, il y a encore des pratiques d'esclavage en Afrique ou bien encore au Moyen-Orient.
et donc l'esclavage n'a pas disparu. Parfois, dans l'actualité, nous apercevons que certaines familles réduisent telle ou telle personne à l'état d'esclavage, et celles-ci ont parfois passé plusieurs années dans des conditions absolument épouvantables en étant esclaves de certaines familles. Le deuxième point qui apparaît, et qui est un autre scandale, qui est le racisme. Il y a énormément de confusion à propos du racisme, et je crois qu'on comprend mal ce que c'est. C'est-à-dire, pour nous, est raciste le fait que quelqu'un a des réactions xénophobes à l'égard de telle ou telle forme de population et telle et telle population. C'est-à-dire, est jugé raciste le fait à un moment, par exemple, de ne pas supporter le voile ou de ne pas supporter les populations africaines dans certains quartiers. Ce sont des réactions de rejet, mais ce n'est pas ça le racisme. Le racisme n'est pas la réaction exaspérée de quelqu'un à l'égard de populations. Le racisme, fondamentalement, c'est une théorie qui a été mise en place et qui repose sur la supériorité d'une race par rapport aux autres, et en particulier sur la supériorité de la race blanche. Qui est le raciste par excellence? C'est Gobineau dans son essai sur l'inégalité des races. Et par là même, deux choses caractérisent le racisme. C'est la notion de race, la notion de supériorité. Je dois dire que je vois peu de gens, il m'avait été donné de voir peu de gens être véritablement racistes et prouver la réalité, vouloir prouver la supériorité de la race blanche et vouloir en faire une science. N'oublions pas que le racisme mis en place par le nazisme ne résidait pas simplement dans le mépris d'un certain nombre de populations, mais dans la volonté de fabriquer une nouvelle race d'humanité en laboratoire, mais d'autre part dans des centres, qui étaient des centres qu'il faut dire d'élevage, où les futurs hommes auraient été élevés, éduqués exactement comme on éduque une race de pur sang pour pouvoir former l'humanité nouvelle. De ce point de vue-là, le rapport que nous avons au transhumanisme et avec la volonté de fabriquer un homme augmenté est extrêmement ambigu. Parce que si on analyse ce projet, on s'aperçoit que l'idée de créer un homme tout-puissant grâce à l'hybridation de l'homme et de la machine, produisant une humanité augmentée, correspond exactement au projet de créer une race supérieure d'êtres humains en laboratoire. Je n'aime pas utiliser le terme nazisme qu'on utilise aujourd'hui à tout bout de champ pour insulter et exclure, mais je remarque que Hitler est mort, mais le projet de créer une nouvelle race en laboratoire n'est pas achevé. Troisième point, il y a, dernier scandale, un phénomène qui est un phénomène d'exclusion. Le phénomène d'exclusion est aujourd'hui quelque chose dont on entend souvent parler et qui marque une autre manière que l'esclavage et d'une autre manière que le racisme, bien la violence entre les hommes. Alors qu'est-ce que c'est que le phénomène d'exclusion? Le phénomène d'exclusion est non pas une exclusion directe d'un être humain qui insulte un autre être humain parce qu'il est exaspéré par son mode de vie ou sa présence, mais c'est un effet de système qui fait qu'à un moment, pour différentes raisons, eh bien, une partie de l'humanité va se trouver exclue et l'humanité, par là même, va être coupée en deux. Alors, les phénomènes de système, bien, il apparaît avec les phénomènes de groupe.
Je me suis rendu compte que dès qu'il y a un groupe, le risque, c'est qu'il y ait des phénomènes de pouvoir à l'intérieur du groupe et par là même des phénomènes de division. Je ne connais pas une association qui n'est pas dévorée par des problèmes de pouvoir et de lutte pour le pouvoir. Et je connais un nombre considérable d'associations où celui qui a fondé l'association choisit un collaborateur pour le remplacer, et le collaborateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vire le fondateur et il prend sa place. Et donc là, c'est un grand classique des associations. Autre phénomène d'exclusion lié à des groupes, à un moment, il y a des coteries qui se font dans des groupes, et une coterie s'oppose à une autre. Pour avoir enseigné pendant 40 ans dans l'éducation nationale, je me suis aperçu qu'il y avait un phénomène terrible à l'intérieur des classes, c'est tout d'un coup la formation de micro-groupes qui excluaient d'autres groupes, et c'est grave, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup du phénomène de harcèlement, mais ça pousse un certain nombre d'élèves au désespoir. Et parfois, nous le savons, malheureusement, ça peut pousser des phénomènes, des élèves, des enfants au suicide. Donc il y a un effet de système lié au groupe. Les groupes ont tendance à créer des exclusions. Et je dirais par une forme de mimétisme, eh bien, on se met à adopter les exclusions que le groupe pratique. Pourquoi? Pour ne pas être exclu du groupe. Et nous retrouvons ici la théorie du bouc émissaire, c'est-à-dire que très souvent, on fait son unité contre, et on fait son unité à l'intérieur du groupe, contre le groupe qui existe. Venez. Deuxième phénomène d'exclusion, bien les phénomènes sociaux, c'est-à-dire les effets de système et les effets de classe. Ce que l'on trouve dans les groupes, bien on le retrouve à l'intérieur des sociétés, c'est-à-dire les sociétés humaines ont tendance à former des bandes, à former des classes, et puis à se structurer autour de ce phénomène de classe avec des phénomènes d'exclusion. Ce qui est terrible, parce que si vous ne faites pas partie de la bande, vous n'êtes pas admis. Si vous ne faites pas partie de la classe sociale, vous n'êtes pas admis. Et donc là, il y a des phénomènes de violence terribles à l'intérieur des sociétés. Il y a des phénomènes politiques, idéologiques, exclusion pour des raisons bien d'appartenance idéologique. De quel parti on fait partie? D'appartenance religieuse également. Et puis enfin, vous avez quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, qui n'est pas simplement social, qui n'est pas simplement lié à un effet de groupe, c'est le sentiment d'exclusion, qui fait qu'à un moment, on peut être exclu. Pourquoi? Parce qu'on se sent exclu. Ce n'est pas qu'on l'est en tant que tel, socialement, culturellement ou idéologiquement, mais on a le sentiment d'être rejeté et que quelque part on souffre du fait que les autres ne nous aiment pas. On aimerait qu'ils nous aiment et on s'aperçoit qu'ils ne nous aiment pas. Attention, dans les sociétés qui sont les nôtres, ce besoin d'amour et ce besoin de reconnaissance est un phénomène énorme. Et très souvent, on ne sait pas comment le gérer. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, et puis surtout, c'est tellement compliqué que ça peut dégénérer. C'est-à-dire que parce qu'on a le sentiment de ne pas être aimé et de ne pas être reconnu par le groupe, bien tout d'un coup, il va y avoir un abcès de fixation sur des questions sociales, des questions culturelles, des questions politiques, etc., etc. Donc, alors ça peut entraîner ce qu'on peut appeler, vous voyez, la création de racisme imaginaire, hein, comme le disait Pascal Bruckner, c'est-à-dire que tout d'un coup, le sentiment de ne pas être aimé fait qu'on va s'installer dans la position du mal-aimé, et dans la position du mal-aimé, on va cristalliser sur son cas personnel et trouver des raisons culturelles, politiques, sociales. Alors je ne dis pas
que tout phénomène d'exclusion est lié au sentiment d'exclusion, pas du tout. Parfois, vous avez effectivement des exclusions pour des raisons sociales et politiques qui ont comme effet la souffrance psychologique, mais parfois, vous avez la souffrance psychologique qui, d'une manière artificielle ou exagérée, va créer des phénomènes d'exclusion. Donc, quel est le problème auquel on a affaire ? Le problème auquel on a affaire est le terrible problème de la division de l'humanité et le fait qu'à un moment, les hommes ne s'aiment pas entre eux. Et parfois se voue une haine pour des raisons totalement irrationnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le vrai problème est de savoir comment régler ce problème de l'esclavage, ce problème du racisme et ce problème de l'exclusion. Alors, il y a des modalités, on le verra, qui sont des modalités juridiques dans notre monde. Essentiellement, la manière de pouvoir régler ces problèmes, c'est d'abord de supprimer l'esclavage, deuxièmement, d'interdire le racisme, et troisièmement, de lutter contre les phénomènes d'exclusion grâce à des politiques culturelles, sociales, d'intégration. Et je dirais que l'essence des démocraties, c'est effectivement de lutter sur ces trois plans. Premièrement, par des droits. Deuxièmement, par des règles strictes et des interdits, et troisièmement, par, une forme de création de socialité positive. Mais quel est le problème du wokisme ? Le problème du wokisme, c'est la radicalisation de cette question de la résolution du problème de l'esclavage, du racisme et de l'exclusion. Le wokisme est un phénomène qui est né aux États-Unis et qui vient du mot awake, qui veut dire éveillé. Au départ, c'est un concept qui est mis en place par les Noirs, qui appelle wake, éveillé, ceux qui ne sont pas racistes. Et donc, c'est un vieux concept qui existe depuis longtemps et qui a été repris dernièrement par les phénomènes de libération auxquels on assiste aujourd'hui. D'une manière générale, il faut bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un monde post-révolutionnaire. Nous sommes dans un monde post-moderne. Quel est le phénomène post-révolutionnaire ? Nous avons connu la Révolution française, qui a donné naissance à la République. Nous avons connu les grandes révolutions socialistes et communistes qu'il y a eu au cours du XXe siècle. Quel est le problème ? Le problème aujourd'hui, c'est la crise du mouvement révolutionnaire. Et je dirais que c'est l'effet de la chute du mur de Berlin. Avec la chute du mur de Berlin, l'espérance révolutionnaire est morte, au sens où plus personne aujourd'hui ne songe un seul instant à créer une société communiste, vu l'échec qui a marqué l'Union soviétique, les pays de l'Est, mais aussi dramatiquement des pays comme le Cambodge. Je crois qu'on est complètement traumatisé par la découverte que le communisme et la révolution pouvaient conduire à des camps de concentration. C'est ce que dit Camus au début de L'Homme révolté. Camus dit « Aujourd'hui, ce qui désempare le jugement, c'est que les camps de concentration sont faits au nom de l'homme. » Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je suis jeune, j'ai soif d'idéal, j'ai envie de m'engager
pour transformer l'humanité, qu'est-ce que je fais? Bien, c'est très difficile. Il y a des communistes, il y a des socialistes. Mais vous avez vu comme moi, j'ai grandi dans un monde où le Parti communiste était à 21%, où le Parti socialiste était à 21%. Maintenant, le Parti socialiste autour de 1% et le Parti communiste à peine 3%. C'est-à-dire qu'on assiste à une chute vertigineuse du mouvement révolutionnaire. À mon époque, tout le monde lisait Marx et Lénine et on citait Marx et Lénine. Aujourd'hui, plus personne ne lit Marx et Lénine et n'oserait les citer. Et donc, quel est le problème? Le problème, c'est le suivant. Comment faire la révolution quand il n'y a plus de révolution à faire? Alors, c'est un problème qui s'est posé à mon époque parmi le gauchisme qui va essayer de retrouver une espérance révolutionnaire, mais sous quelle forme? Sous la forme de la formule suivante, à savoir prendre partout le pouvoir à défaut de pouvoir prendre le pouvoir. Et donc, c'est la victoire idéologique de ce qu'on peut appeler le trotskisme ou bien la révolution permanente, c'est-à-dire on ne va pas créer un grand pays qui sera le pays révolutionnaire, qui va devenir, comme la Russie, la patrie du communisme mondial, mais partout, à tous les niveaux de la vie quotidienne, on va faire une forme de révolution permanente. Et donc, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va inventer des formes de lutte sociale pour essayer de résoudre les problèmes. Comment on va résoudre le problème? Bien, on va le résoudre non pas par la création, je l'ai dit, d'une société qui va être le modèle de la société antiraciste, mais par un certain nombre de luttes, on va faire bouger les lignes. Et on va essayer de faire en sorte de supprimer le racisme, de supprimer l'esclavage, de supprimer le racisme et de supprimer l'exclusion autrement. Alors ça a entraîné quoi? Bien, globalement, ça a entraîné ce qui marque nos sociétés, c'est-à-dire un courant antiraciste très fort, par exemple illustré par le mouvement « Touche pas à mon pote », et qui observent la vie quotidienne, dénoncent les phénomènes de racisme, d'exclusion ou bien de maltraitance, et s'efforcent par là de transformer la vie quotidienne. Quel est le problème? Le problème, c'est la radicalisation de ces pratiques. Et si on étudie, par exemple, l'antiracisme, on s'aperçoit qu'il y a eu un phénomène de radicalisation. Au départ, l'antiracisme lutte pour des droits et pour l'égalité. Et en particulier, le modèle des luttes antiracistes, c'est le modèle américain où le but, c'était que les étudiants noirs puissent venir à l'université. Donc ça, c'était le modèle de la lutte, ce qui est un problème qui ne s'est jamais posé en France. Il faut bien voir que les phénomènes d'exclusion ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, l'antiracisme est une lutte pour l'égalité. Un tournant apparaît idéologiquement, et il est assez récent, dans lequel on voit tout d'un coup, à l'intérieur du mouvement antiraciste, une volonté d'en finir une fois pour toutes. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Si vous observez les phénomènes du féminisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a connu des phénomènes
sexistes, misogynes. Il y a eu des lois pour protéger les femmes et les droits et donner l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ça ne suffit pas. On n'y arrive pas simplement par les droits et il faut quelque chose de plus, il faut se radicaliser. Donc, ce phénomène de radicalité, qu'est-ce qu'il donne ? Bien, il donne quelque chose de tout à fait singulier dans l'autre culture, c'est une volonté de transformer la pensée et de dire il faut absolument changer les mentalités, parce que tant qu'on ne changera pas les mentalités, eh bien, on verra les phénomènes misogynes, par exemple, se reproduire, ou bien le phénomène raciste apparaître. Et ça entraîne ici un double phénomène, c'est-à-dire une intervention à l'intérieur des mots et d'autre part à l'intérieur des images. Et donc, il y a une politique au niveau de ce qui peut se dire et ce qui peut se montrer. Alors, quel est le problème ? Bien, le problème est toujours délicat, parce que bien évidemment, personne ne va se plaindre qu'on élimine des images odieuses et des expressions odieuses. Mais quel est le problème ? Le problème, c'est ce qui se passe quand on veut nous faire bien penser et quand on veut nous faire bien parler. Et qu'on se dit, eh bien, en interdisant certains mots, certaines images, mais en obligeant à bien penser et puis à bien voir, bien, on va changer les mentalités. Et alors là, c'est un énorme problème qui se pose, parce que c'est le problème du conditionnement des esprits de manière à, soi-disant, être déconditionnés. C'est un vieux problème qu'on retrouve à l'intérieur des mouvements révolutionnaires. Si on voit le communisme a fonctionné sur ce mode-là. Le monde a été pollué, conditionné par le capitalisme. Si nous voulons pouvoir transformer le monde, il convient de chasser les bourgeois du pouvoir économique, mais il convient également de transformer les têtes. Et là, on transforme les têtes comment ? En conditionnant les esprits pour les déconditionner. Et donc, en utilisant la propagande, les images et les mots, de manière à influencer, à transformer les mentalités. Alors ça, c'est déjà un énorme problème, parce qu'on met en place, il faut le dire, un système qui est le prototype même d'un système totalitaire. Puis le deuxième point, et qui est plus inquiétant, on n'en parle plus, c'est l'apparition à l'intérieur des mouvements antiracistes d'un phénomène qu'on appelle racialiste. Alors qu'est-ce que c'est que le racialisme ? C'est la demande, pas tout le monde, que les choses soient claires, mais par un certain nombre d'éléments, que les Noirs puissent exclure les Blancs et qu'à un moment, on puisse se retrouver, par exemple, dans des réunions où les Blancs seraient exclus. Alors ça a eu lieu dans l'université par l'UNEF, à 2 reprises. Pour l'instant, on en parle moins, mais c'est quand même étonnant de voir la réapparition, pour une raison égalitaire, de phénomènes inégalitaires. C'est quelque chose qui fait penser également à ce qu'on a vu apparaître avec le phénomène de la discrimination positive. Nous sommes à la fois dans un monde qui veut éviter et éliminer la discrimination, mais qu'est-ce qui se passe ? Certains disent « Ah non, on ne peut pas éliminer la discrimination parce qu'il faudrait donner plus d'avantages à des populations qui viennent de quartiers défavorisés qu'à ceux qui viennent de quartiers défavorisés. » Et donc, on essaye de remettre sur la table la notion de discrimination pour des raisons positives. Et donc, ça crée quoi ? Ça crée un phénomène de confusion. C'est-à-dire, d'un côté, on veut éliminer l'oppression, on veut éliminer la discrimination, on veut éliminer les inégalités, et puis d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? On essaye de rétablir les inégalités, on n'hésite pas à créer un phénomène d'oppression,
et un phénomène de discrimination. Deuxièmement, quel est le problème auquel on a affaire? On a affaire à des phénomènes obsessionnels à l'intérieur de la société qui est la nôtre. Et ces phénomènes obsessionnels touchent le phénomène du racisme, le phénomène de l'exclusion et le phénomène du colonialisme. Le phénomène du racisme, c'est l'abus du terme raciste. Par exemple, à un moment, on parlait de racisme anti-jeune, de racisme anti-vieux. Et puis, on utilise le mot racisme à toutes les sauces. Et donc, quelque part, dès que quelqu'un fait une critique, bien, il est raciste. On devrait, mentalement, être pour une tolérance absolue, un amour total absolu. Et toute critique est immédiatement perçue comme intolérante. Ce qui crée un phénomène de tension et un phénomène, je dirais, de division à l'intérieur de la société. C'est-à-dire que tout d'un coup, le monde est coupé en deux. Il y a ceux qui sont reconnus comme tolérants et puis ceux qui sont fichés comme intolérants. On est très vite fiché comme intolérant si par hasard on a émis telle et telle critique sans qu'elle soit odieuse, sans qu'elle soit méchante. Deuxièmement, il y a un problème, alors ça c'est un problème qui est perceptible surtout en Afrique, c'est le phénomène de la lutte contre la persistance du colonialisme. Et le fait de considérer par exemple que le blanc a été colonialiste et de toute façon il est intrinsèquement colonialiste. Alors c'est un problème énorme parce que quand on dit ça, d'un côté, bien, on éveille les consciences. Attention, le colonialisme n'est pas fini, le colonialisme continue à exister. Mais d'un autre côté, comment allons-nous nous réconcilier et vivre ensemble dans le monde de demain si on considère que le blanc est intrinsèquement colonialiste? C'est le problème qui s'est posé par exemple au Cambodge pendant le communisme, où par exemple on liquidait les bourgeois et les intellectuels en disant ils sont irrécupérables. Ils ont été des bourgeois, ils ont été des capitalistes, ils demeureront toujours des capitalistes, et donc il faut les éliminer. Et là, c'est assez ennuyeux, parce qu'on retrouve, sous une autre forme, des phénomènes qu'on peut appeler nauséabonds, où on pense que telle ou telle partie de l'humanité est intrinsèquement mauvaise. Ça, ce n'est pas des phénomènes généraux, heureusement, mais ce sont des phénomènes hautement problématiques qui ont tendance à apparaître dans les conversations. On est engagé, on veut marquer sa différence et sa radicalité, et donc on dit, bien, on est vigoureusement anti-bourgeois, ou par exemple vigoureusement anti-blanc. Et puis après, il y a le phénomène de l'exclusion, et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, de la même manière que le phénomène de la discrimination. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme avec la violence, dans des phénomènes de phobie, mais autrement. Alors à un moment, il y avait la phobie de la violence, et on voyait de la violence partout. Et puis, il y a la tendance à voir de l'exclusion partout. Alors ce qui est ennuyeux, pourquoi ? Parce qu'il y a des réels phénomènes d'exclusion. Il y a des réels phénomènes. Mais si à un moment on voit de l'exclusion partout, ou bien du racisme partout, comment va-t-on pouvoir lutter d'une manière rigoureuse et efficace ? Il faut bien voir que si à un moment on considère que certaines personnes
sont intrinsèquement négatives, intrinsèquement polluées, bien, le risque, c'est de dire, au fond, on lutte contre le racisme et l'exclusion, mais finalement, on admet que ce n'est pas possible de lutter contre parce qu'il est intrinsèque à l'humanité, que quelque part, pour bien faire, il faudrait liquider une bonne partie de l'humanité. Alors ça entraîne quoi? Bien, ça entraîne des phénomènes d'hystérisation. Et je reviendrai là-dessus. Je crois qu'on a affaire à une hystérisation de la liberté à travers une sorte de désir de liberté totale, immédiate, débouchant sur une reconnaissance absolue, immédiate. Et le tout est le rêve de ce qu'on peut appeler une société inclusive, marquée par exemple par l'écriture inclusive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis hystérisation? Parce que derrière une volonté de voir advenir la reconnaissance absolue, la libération de l'humanité, l'amour entre les hommes, bien on devient extrêmement violent. On se met à voir des ennemis partout et à faire la chasse aux ennemis. Et donc, du coup, alors qu'on lutte contre la violence, bien, on devient soi-même la violence. Et ça, c'est un véritable problème, le problème de ceux qui luttent contre les tyrans, qui se mettent à tyranniser les tyrans et à devenir des tyrans eux-mêmes. Alors, je crois que, par là même, on a affaire au phénomène bien de ce qu'on appelle du wokisme. Alors, le phénomène du wokisme s'est traduit dans l'espace public par un certain nombre d'actions, essentiellement déboulonner un certain nombre de statuts, par exemple comme la statue de Colbert, ou bien, dans les universités, faire la chasse à des profs qui étaient catalogués comme ne pensant pas bien. Donc, on débouche sur quoi? On débouche sur un phénomène d'inquisition et de nouvelle inquisition. Alors, je dois dire que j'ai connu ça au moment où l'université était marxiste et que faisait régner un véritable état de terreur à l'intérieur de l'université pour tous ceux qui n'étaient pas marxistes. J'ai pensé que ce phénomène aurait disparu, mais il n'a pas disparu, il est réapparu sous une autre forme, à travers en particulier des comités de surveillance qui expliquent qui peut être admis et qui n'a pas le droit à la parole. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir comment sortir de ce phénomène et comment retrouver finalement, je dirais, une harmonie et l'harmonie que l'on recherche. Alors, le premier point, c'est d'abord la force du droit. J'en ai déjà parlé, mais je crois que c'est très important. C'est-à-dire, pour lutter contre l'esclavage ou pour lutter contre les phénomènes de racisme, bien, il y a la loi qui protège toutes les personnes humaines en donnant des droits à toutes les personnes. Et puis, il y a aussi les interdits fondamentaux. Du point de vue des droits, on est bien. Et nous sommes dans un monde qui garantit les droits. Du point de vue des interdits, la chose est beaucoup moins claire. Pourquoi? Parce que ça demanderait
qu'on ait affaire à une véritable éducation morale, et donc on enseigne vraiment la morale. Or, nous n'arrivons pas à enseigner la morale. Pourquoi ? Parce que nous voulons tout et le contraire de tout. D'un côté, on voudrait que la morale puisse régner dans le monde et que tout le monde soit honnête. Mais on voudrait en même temps que chacun puisse avoir sa morale. Et je crois que là, il y a un énorme problème. Bien, on ne peut pas vouloir les deux choses en même temps. Et pour ça, il faut expliquer quoi ? Que l'interdit n'est pas quelque chose qui nuit à la liberté individuelle, ça protège la liberté individuelle. Et puis d'autre part, il faudrait qu'on revienne sur ce qu'on appelle la morale et d'autre part la morale personnelle. La morale repose sur des principes. Et le principe fondamental de la morale, c'est d'avoir des principes. C'est-à-dire, c'est le principe même d'une humanité spirituelle où on est capable de réflexion grâce à la loi et en particulier grâce au principe du principe. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut apprendre que la règle fondamentale de la morale, c'est cette morale spirituelle qui fait qu'à un moment, on introduit de la pensée et de la rigueur. Et quand on introduit de la pensée et de la rigueur, en particulier, on peut définir le bien comme bien. C'est-à-dire, on peut définir l'être comme l'être, l'identité comme l'identité. Et par là même, on a un vecteur pour pouvoir juger des choses. Deuxièmement, la question de la morale est une question pratique. C'est-à-dire que l'idéal de la morale se manifeste à travers l'aventure personnelle de chaque individu pour découvrir la morale. Qu'est-ce qui fait que la morale est une affaire personnelle ? C'est pas que je choisis et je décrète en opposant à l'autorité de la morale ma propre autorité et que mon autorité devienne supérieure à l'autorité de la morale. Mais de respecter la manière qu'a chacun de pouvoir découvrir à un moment ce que veut dire la réflexion, au sens profond du terme et derrière l'esprit. Comment j'ai découvert l'esprit ? Comment, à un moment, moi qui étais contre toute notion de loi, tout d'un coup, j'ai compris ce que voulait dire la loi et j'ai vu le bienfait qu'elle pouvait provoquer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est ce qu'on peut appeler une ascèse, et une ascèse de la volonté. À savoir que la liberté, ça n'est pas simplement l'indépendance qui est garantie par des droits, mais c'est l'autonomie qui est garantie par une ascèse intérieure. Et ça, c'est ce qui manque totalement à notre monde, ou en tout cas qui existe d'une manière marginale, sans qu'on en parle vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va être dans des phénomènes d'exclusion, de racisme, d'esclavage? C'est ce qu'a très bien vu Platon. C'est qu'on est incapable de résister au tyran intérieur qui nous séduit et qui nous intimide. Et qu'on a tendance à un moment à adhérer au tyran collectif que les sociétés se donnent par mimétisme. Et qu'est-ce qui permet de vaincre le racisme et de vaincre l'esclavage? C'est tout le travail intérieur qui fait que par la tenue, la fermeté et la droiture, eh bien, je ne deviens pas l'otage
du tyran intérieur. Ça veut dire quoi? On pourra faire tout ce qu'on veut par des lois et des droits. Si on ne construit pas une humanité capable d'autonomie, c'est-à-dire de volonté, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que la lutte contre le racisme ne se fera pas indépendamment des individus. Ça, c'est le modèle de la dictature qui est un modèle infantile. Je voudrais supprimer le racisme. Je vais créer un pouvoir politique qui va l'interdire. On ne va pas demander aux gens un travail intérieur pour supprimer le racisme, on va le faire à leur place par une dictature. Mais moi je crois que ce qui permet de supprimer le racisme et l'esclavage, c'est de dire on ne va pas le faire par une dictature, parce qu'on ne va pas vous entretenir dans votre fragilité d'enfant, mais on va apprendre à avoir de la volonté. Et pour apprendre à avoir de la volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le temple de nouveau au milieu de la cité, c'est-à-dire, dans l'expression que nous avons, on remet l'église au milieu du village. Et qu'est-ce qui caractérise les temples? Moi, je l'ai bien vu en Birmanie. En Birmanie, tout Birman doit faire dans sa vie un stage d'au minimum 3 semaines dans un monastère pour apprendre à méditer. Bien, je pense que ce serait magnifique que nous faisions la même chose, nous apprenions à méditer, à nous concentrer, et qu'à un moment, il y ait des stages obligatoires de concentration et de méditation. On m'avait demandé un jour sur France Info, si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous proposeriez? Je proposerais quelque chose qui permet à tout le monde de se reconnaître et de se rassembler. 5 minutes de silence le matin, 5 minutes de silence le soir. Là, tous les horizons idéologiques peuvent se retrouver, et dans le silence et la concentration, on apprend la maîtrise intérieure. Et on apprend la tenue, la droiture et la fermeté. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de formidable. C'est la deuxième expérience de la volonté, la deuxième expérience de la liberté. Première expérience, les droits. Deuxième expérience, la volonté par la concentration. Je trouve magnifique d'apprendre à se concentrer. Et je crois que c'est spirituellement pour tout le monde, c'est vraiment très bénéfique. Puis le troisième moment, c'est le moment de la délivrance. Le moment de la délivrance, c'est ce que j'appellerais la rencontre avec le Christ intérieur. Qu'est-ce que c'est que la rencontre avec le Christ intérieur? C'est peut-être quelque chose qui va vous étonner, mais je crois qu'il est fondamental. Si nous voulons libérer l'humanité, il faut laisser le Christ agir, parce que c'est lui qui va nous libérer. Et donc, il faut dire une chose, vous arrêtez de faire, vous arrêtez tout, et vous le laissez s'exprimer lui. C'est-à-dire, vous avez en vous la possibilité, la potentialité du vivant, qui permet d'aller du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et la vérité de l'expérience spirituelle et mystique, c'est de rentrer dans la présence du Christ à l'intérieur de soi pour le permettre d'agir. Qu'est-ce qui fait que nous n'y arrivons pas? C'est que nous voulons faire des choses uniquement par le droit et l'autoritarisme du droit, en zappant le passage par la volonté, et bien évidemment en oubliant totalement notre Christ intérieur, c'est-à-dire qui est, il faut bien comprendre, pas simplement Jésus, homme hystérique, mais le passeur, celui qui est l'éternel Pâques, permettant l'unité du ciel et de la terre. Et la vérité, c'est qu'il est en nous. Il est en nous et il ne demande qu'une chose, c'est à agir. Cette semaine, je suis allé en Normandie participer
à un week-end sur la question de la créativité. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et quelqu'un a raconté une très belle histoire. C'est des gens qui vivent un mode de vie naturel qu'on pourrait appeler des écolos. Puis ils ont formé une communauté. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans la communauté avec ses enfants, et cette personne est absolument odieuse. Et ils ne savent pas comment l'exclure et la virer. Alors ils discutent entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la vire ou est-ce qu'on ne la vire pas? Et tout d'un coup, quelqu'un a une idée lumineuse, il dit, écoute, avant de la virer, pendant 3 jours, on va s'obliger à être extrêmement gentil avec cette personne. Donc ils ont été extrêmement gentils. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 jours, le type qui était absolument odieux est arrivé et a dit, écoutez, vous êtes très gentil avec moi, je ne supporte pas, je pars. Et je trouvais que cette histoire est absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on me dirait, qu'est-ce que c'est que l'expérience du Christ? C'est ça. C'est-à-dire, c'est le truc auquel on n'avait pas pensé, mais qui permet véritablement la relation entre le ciel et la terre et le ciel. Alors là, ça a du sens de dire, vous aimez vos ennemis. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire, qu'à un moment, au lieu de détester vos ennemis, vous allez faire l'inverse. Puis vous allez voir ce que ça va produire. C'est-à-dire, soyez extrêmement gentils avec les gens qui sont odieux avec vous. Vous allez voir. Et tout d'un coup, vous allez voir des trucs miraculeux. Bien, je crois que l'énorme problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas conscience dans notre Christ intérieur et les possibilités extraordinaires qui sont les siennes. Moi, comment je vois le Christ? Je le vois comme l'impensé de toute chose. C'est-à-dire le truc auquel on n'a pas pensé. Et je me dis à un moment, qu'est-ce qui fait que j'ai pas pensé à quelque chose? Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a toujours quelque chose à quoi j'ai pas pensé et qui est réjouissant. Mais vous savez, ce dont je vous parle, c'est exactement le principe de l'humour tel qu'il est mis en place par Charlot. Qu'est-ce que fait Charlot? Il fait la même chose que celui qui est très gentil avec les gens odieux. Une énorme brute veut lui casser la figure. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend par la taille pour danser une valse. Et résultat, l'autre est complètement déconcerté. Et là, on fait venir des éléments célestes à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir des pratiques qui sont les pratiques de gens finalement qui veulent bien faire et qu'ils voudraient tout de suite le bonheur sur la terre, et puis qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils arrivent au contraire de ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce que personne leur a enseigné le Christ intérieur et la manière dont on peut le faire venir. Alors, comment le faire venir? J'en sais rien. Il suffit de se mettre dans la présence divine à l'intérieur de nous, qui est la présence absolue à la réalité, pour que tout d'un coup, on rentre dans le principe Christ, c'est-à-dire le Verbe fait chair, l'unité du ciel et de la terre, et que là, on soit enseigné de l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour supprimer le racisme, la discrimination? Personne n'en sait rien. À part, la mauvaise idée, la dictature, et les droits, ça ne suffit pas. L'éducation par la force, la propagande par les images et les mots et l'écriture inclusive, c'est une catastrophe. En revanche, pour faire une société, revenir à l'intérieur de nous-mêmes, vivre la présence divine à l'intérieur, nous laisser habiter par cette présence divine, et tout d'un coup, la laisser nous enseigner et nous montrer dans la réalité pratique, ici et maintenant, des possibilités qu'on n'a pas vues, et qui permettent à un moment de débloquer les situations humaines qui sont bloquées. Et donc transformer ce moment en un moment de création.
et donc de créativité. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette manière de voir qui consiste à s'adresser au ciel quand on vit, à prier et à lui dire de venir, de dire, voilà, Seigneur, viens. Je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment construire mon exposé sur le wokisme, parce que tu pourras m'aider. Mais il vient et dit, écoute, je te suggère d'abord de dire du bien de tout ce qu'ils veulent faire. Le contraire de ce que tu pars pas bille en tête. Puis petit à petit, oui, tu montres quel est le problème, et surtout, tu nous montres une solution. Tu nous montres la manière réjouissante de pouvoir venir. Et alors là, tout d'un coup, on sort joyeux et lucide. Et tout d'un coup, ça marche. Et je pense que ça marche pour toute chose. C'est-à-dire, à un moment, nous vider la tête de tous les schémas qu'on avait, donc se libérer, bien évidemment, des stéréotypes, rentrer dans la situation pratique et le laisser s'exprimer. Parce que ce qui est le plus important, c'est de comprendre que la vie divine existe, la relation avec Dieu existe, la communion avec Dieu existe, le dialogue avec Dieu existe. C'est-à-dire, je crois qu'on demande ce que c'est que... Moi, c'est quelque chose que je vis tous les jours, tout le temps. Il est là, je parle avec lui, il me parle, il me dicte des choses à l'intérieur du cœur, c'est réjouissant. Et c'est drôle. C'est-à-dire, ça fait voir des choses qu'on n'avait pas vues. Eh bien, je pense, puisque nous cherchons à nous libérer, puisque nous cherchons une révolution, eh bien, il nous propose celle-là, et je vous propose celle-là. Voilà ce que je voulais vous dire.